On va lancer notre cycle de conférences IFTM Top Resa. C'est toujours un plaisir d'animer ces conférences pour le salon IFTM. On a évidemment pendant 3 jours plein de sujets à partager avec vous, plein de baromètres, plein d'évolutions à partager avec vous. Première conférence, elle s'imposait d'elle-même, c'est d'essayer de savoir comment ont évolué vos clients en 2023, quelles sont un peu les principales tendances qu'on pourrait retenir, et si elles sont de nature, ces tendances à se pérenniser, ou si ce ne sont que des feux de paille. On va en parler avec nos invités. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Descours, qui est le directeur commercial d'Air France. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Frédéric, vous serez accompagné de Cécile Revol, directrice générale de France, de Sunweb. On est ravis de vous accueillir. C'est, je crois, la première fois qu'on vous accueille sur IFTM Top Resa dans les conférences. Donc, on est ravis, en tout cas, d'être avec vous. Vous serez également accompagné de Christophe Jacquet. Christophe Jacquet, qui est le directeur général d'Avas Voyage. Et puis enfin, Eventia Jumba, qui est la directrice commerciale d'Amadeus. On va simplifier comme ça parce que vous faites beaucoup plus que ça, Eventia, mais c'était pour simplifier. Alors, on va essayer d'organiser ce débat autour de quelques thématiques, parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout traiter en 1 heure, mais on a retenu un certain nombre de thématiques que l'on va partager avec vous. Et la première, c'est évidemment l'inflation. Parce que c'est le grand sujet de l'année, cette inflation, à la fois inflation générale des prix. Vous savez qu'on a trouvé aujourd'hui, on fait face en tout cas à des niveaux d'inflation qu'on n'avait jamais connus depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et dans le voyage, cette inflation s'est matérialisée par de fortes augmentations tarifaires, notamment dans l'aérien, on va en parler, dans l'aérien, dans l'hôtellerie, sur tous les segments du tourisme et du voyage. On a eu affaire à cette inflation. Alors on va se demander quelles en sont un peu les conséquences de cette inflation. Est-ce que ça fait évoluer le comportement des clients? J'aimerais commencer avec vous, Christophe Jacquet. Est-ce que vous sentez, vous, aujourd'hui, que vos clients, face à cette inflation générale, sont prêts à sacrifier leur voyage ou pas encore? Est-ce qu'on est encore dans ce phénomène qu'on appelait le revenge travel après le Covid, où il y avait cette revanche, cette envie de voyager? On est toujours dans ce phénomène-là, ou est-ce qu'on sent que ça se tasse justement à cause de l'inflation? Alors, une première chose, l'inflation, on a un petit défaut là depuis 2 ans, c'est qu'on se compare à 2019. Beaucoup. Oui. Donc forcément, quand on regarde l'évolution des prix entre 2019 et 2023, il y a un phénomène d'inflation qui est très impactant, mais on est en train de parler de 5 années. Donc mécaniquement, et on est sur des niveaux de hausse des prix qui sont de plus 20, plus 25% sur ces 5 années. Mais relativement, si on essaye de découper un peu cette inflation sur le temps qui s'est écoulé, c'est 4-5% par an, en réalité. Voilà. Ça, c'est la première chose. J'aimerais modérer le propos de l'inflation. Oui. La deuxième chose, c'est depuis toujours, voyager est un budget très important. Donc certes, le budget a augmenté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas de dommages collatéraux, je ne vois pas d'impact sur la baisse de la demande. La demande est présente, il y a toujours une envie folle de voyager, et jusque-là, et on touche du bois, la passion du voyage, la passion de découvrir le monde est toujours là. Cécile Revol, vous ressentez, vous, la même chose que Christophe? Pour l'instant, la passion du voyage l'emporte sur la donnée financière du voyage? Oui, c'est... Si, normalement, ça fonctionne. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours, mais normalement, ça fonctionne. Pas d'inquiétude. Oui. Moi, je partage complètement ce que vient de dire Christophe. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les chiffres, on ne voit pas de recul du nombre de voyages, de prises de réservation. Au contraire, on est même plutôt d'ores et déjà sur les ventes ski là, qui ont bien entamé pour cet hiver. Et on est sur encore des taux de progression très importants, malgré effectivement l'augmentation du prix des packages. Il y a néanmoins, on en reparlera, je pense, des tendances
qui commence à apparaître, non pas sur la baisse de l'envie de voyager ni sur la baisse des ventes, mais sur un certain nombre de comportements, notamment sur la booking window, enfin différentes choses, je pense dont on parlera à l'occasion de cette conférence. Ouais, donc pas encore de sensibilité prix. Frédéric Descours, pour le groupe Air France, là aussi, on parle évidemment d'une augmentation tarifaire importante pour les billets d'avion. Et malgré tout, le groupe Air France a sorti des résultats records, hein, à la fois en taux d'occupation de ces avions, comme des résultats financiers de très bonne facture. Donc on n'a pas l'impression, en tout cas, que cette inflation freine les envies de voyage. C'est ce que vous confirmez ? Oui, tout à fait, François-Xavier. Alors c'est vrai que l'inflation, elle est importante, elle touche tous les Français, elle touche tous les secteurs d'activité, vous l'avez dit. Ce n'est pas une situation propre à Air France, hein, donc elle impacte aussi bien évidemment nos coûts. Et c'est vrai que par contre, pour le moment, on n'a pas vu un impact sur la demande. Nos avions sont toujours bien remplis. Et donc ça nous fait plaisir. Donc c'est un point de vigilance, hein, ça c'est clair. Et pour revenir sur le prix des billets d'avion, on pense qu'à court et moyen terme, les billets ne vont pas augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui sont ouverts. La concurrence, on est dans une concurrence mondiale, hein, mais de plus en plus de capacités. Et donc ça, c'est plutôt bon pour le consommateur pour limiter l'augmentation des prix. Oui, vous annoncez a priori une accalmie sur les prix dans les mois qui viennent, en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on pense. Eventia, alors vous êtes un peu à la marge, mais vous observez un peu ce secteur d'activité. Est-ce que ça vous surprend que justement les clients ne soient pas encore sensibles au prix, comme semblent nous le dire nos invités ? Je pense que ce qu'on regarde et ce qu'on peut partager aujourd'hui, c'est comme vous avez dit, on regarde les comportements des voyageurs. Et pour ça, j'ai plusieurs arguments chiffrés que j'aimerais partager avec vous. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Premièrement, je pense, comme vous venez de le mentionner, l'industrie continue de rebondir. Et ça, on le voit par rapport aux chiffres communiqués par IATA. Quand on regarde les chiffres du mois de juillet, on est à plus 26% par rapport à l'année dernière. Si on compare, parce que c'est vrai qu'on se compare toujours avec 2019, mais on est à peu près vers 95,6 par rapport à 2019. C'est vraiment l'argument que l'industrie continue à rebondir. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qu'on le voit aussi dans les chiffres, dans les détails, que ce désir de voyager reste constant et fort. Et pourquoi on dit ça ? C'est Madame la ministre partageait, pour revenir encore aux chiffres avec nous, la dernière fois, je pense, 67% des Français ont voyagé entre juin et septembre. Parmi ces 67%, ça c'est parce que je trouve que c'est intéressant, 88% ont choisi la France comme destination. Si on regarde les données, les chiffres qu'on a côté Amadeus, si on regarde par exemple les taux d'occupation hôtelière, là on voit à nouveau une forte croissance par rapport à 2022, on est à plus 10%. Maintenant, si pour faire un peu le rapport avec ce désir fort de voyager, on a regardé aussi, vous savez qu'Outpay, c'est une des filiales d'Amadeus qui fournit des solutions de paiement. Donc, on a interrogé aussi plus de 4500 voyageurs, je pense, sur où ils vont migrer un peu les dépenses. Alors là, quand on regarde sur les chiffres de la France, on a 38% qui disent que le voyage reste le principal investissement qu'ils feront. Et ça vient se rajouter à ce que vous avez mentionné. Ça reste une partie très importante des économies. Versus, juste pour donner un terme de comparaison que je pense est intéressant, il n'y en a que 20% qui vont prioriser un abonnement Netflix ou Amazon. Okay? Donc c'est intéressant et à la fois rassurant que les expériences de voyage sont favorisées. Mais non. Encore un message très intéressant sur les Français. On a, et je regarde un peu dans mes chiffres pour ne pas me tromper, 49% des Français qui sont prêts à puiser dans leurs économies pour continuer de voyager. C'est un chiffre très fort. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la différence encore entre les Français et le reste des voyageurs interrogés dans le monde, où on est plutôt dans les 22%. Donc là, on voit vraiment que les Français sont prêts pour privilégier en fait ce voyage récompense, parce que vous parlez de revenge travel,
l'expérience de rencontrer, de visiter, de s'exposer à d'autres cultures, ça reste assez forte. Et donc, malgré une inflation qui reste forte, hein, on voit que les envies de voyage restent quand même assez fortes hein, pour les Français. Ça, c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle. Pas de motif d'inquiétude, en tout cas, pour les mois à venir. Vous semblez être confiant pour les mois à venir sur cette thématique-là. L'inflation ne devrait pas freiner votre activité, a priori. Hein, Christophe? So far, so good. Oui, on va rester confiant. Alors Christophe, tiens, justement, c'est vrai qu'on a l'impression que cette inflation est en train de pousser à une polarisation encore plus prononcée du marché entre d'un côté le haut de gamme et de l'autre l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, on a vu que la Tunisie a très bien marché, hein, par exemple, cet été. Et on voit que sur le haut de gamme, on a de plus en plus d'opérateurs, comme si le premium devenait un nouveau standard, finalement, dans notre industrie touristique. Est-ce que vous confirmez cette polarisation où le moyen de gamme, finalement, serait en train de disparaître? Est-ce que vous voyez ça, vous? Alors, la première chose, c'est de toute façon, voyager, c'est du luxe, quoi qu'il arrive. Voyager, c'est du luxe parce que quand on regarde les plus petits budgets qui sont dépensés par personne pour voyager à l'étranger, on est régulièrement sur des budgets de 900 000 euros. Je vous laisse mettre ça en perspective d'un SMIC, par exemple, pour prendre la mesure du luxe qu'est de voyager. Et globalement, quand on est sur un budget de 1 000 euros, bah, c'est le prix d'un très beau sac, c'est le prix d'un très bel accessoire, c'est le prix de tous les produits de luxe qui existent aujourd'hui autour de nous dans le monde de la consommation de manière générale. Après, la question, est-ce que c'est en train d'évoluer vers le haut? Ce qui est certain, c'est qu'il y a... Alors nous, on l'observe au travers d'Havas Voyage, mais on est en train aussi de bouger vers ça. On a de manière générale un panier moyen qui explose. On a de manière générale des clients qui se tournent de plus en plus vers nous pour aller sur des voyages lointains, à la découverte du monde, très expérientiels, qui sont des circuits. Donc mécaniquement, on est sur des expériences qui coûtent plus cher, avec des stops, un peu plus de déplacements, des voyages qui sont plus longs. Donc à cet endroit-là, il y a une forme de curiosité montante pour aller plus loin, voilà, à la découverte du monde. Ce qui nous amène forcément de l'autre côté, nous, en tant qu'agents de voyage, à se reposer la question de quelle est l'essence même de notre métier, quelle est la responsabilité qu'on a dans ce monde qui est de plus en plus digitalisé, où il y a même des nouvelles intelligences qui sont en train d'arriver, notamment l'intelligence artificielle. Et je crois que la responsabilité qu'on a aujourd'hui, c'est quel que soit le budget qui va être dépensé pour nos clients, c'est leur offrir une expérience impeccable, qui soit à la hauteur d'expériences qu'on vit dans le monde du luxe, que ça soit 900 euros par voyageur ou que ça soit 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par voyageur. Donc, cette responsabilité d'expérience impeccable. Donc, pour conclure sur ton point qui est de dire il y a le low cost et il y a le haut de gamme, il y a des budgets qui stretch, il y a des expériences qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins exigeantes pour aller à la découverte du monde. Mais de toute façon, le point de départ, on est déjà dans le monde du luxe et avec l'exigence de l'impeccable et de la qualité de service. Oui, ça c'est intéressant. Pour toi, en tout cas, l'axiome de départ, c'est de toute façon, le voyage est un produit de luxe. Hein. Donc ça, c'est une réflexion intéressante. Cécile Revol, est-ce que vous ressentez ça, vous, en tant que tour opérateur, cette polarisation de plus en plus forte entre le haut de gamme et l'entrée de gamme? Alors, je trouvais ça très intéressant, effectivement, ce que disait mon voisin, hein, qu'on est déjà dans le luxe, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on achète un séjour à l'étranger ou même en France, hein, parce que nous, en tant que spécialistes du ski, on sait que le ski, ça reste un produit dit de luxe. Et on voit effectivement ce changement de comportement dans les catégories d'hébergement, par exemple, qui vont être réservées à la montagne, ou celle qui aujourd'hui est le plus vendue, c'est la catégorie 4 étoiles, que ce soit en hôtel, en résidence de tourisme. On voit les développements également en montagne. C'est principalement des hôtels-clubs en 4 étoiles.
des chalets en 5 étoiles. Donc il y a vraiment effectivement cette premiumisation de l'hébergement sur un produit qui était à la base relativement simple. On connaissait tous les studios cabine 4 de 20 mètres carrés qui aujourd'hui ne font plus du tout recette. Mais il y a également cette idée d'expérience d'expérience et de simplification également du parcours client, où le rôle du tour opérateur, de l'agent de voyage est fondamental pour simplifier ce parcours client, enchanter l'expérience à destination. Frédéric Descours, est-ce que vous, en tant que compagnie aérienne, vous ressentez cette évolution ou pas du tout? Oui, complètement. Et puis, je vous dirais que nos clients nous attendent sur ce sujet-là aussi. Donc, Air France continue sa montée en gamme à toutes les étapes du voyage, que ce soit au sol, avec des nouveaux salons. Vous l'avez vu, il y a 2 ans, on a ouvert notre salon au CDG 2F, qui est d'ailleurs très apprécié de nos clients. Cet été, on a ouvert San Francisco. L'année prochaine, on aura un nouveau salon à Los Angeles. Donc ça, c'est la partie des salons. Et bien évidemment, à bord, dans nos cabines. Comme vous le savez, on a aussi nos nouvelles cabines dans nos A350 et Boeing 777, notamment en cabine business avec cette paroi coulissante pour avoir, cette porte coulissante pour avoir un espace privatisé. Et puis la gastronomie aussi, importante, cette premiérisation dans la gastronomie. Il est vrai que quand nos clients montent dans un avion d'Air France, ils s'attendent à bien manger, à avoir une très belle expérience au niveau de la dégustation. Et on est la seule compagnie aérienne au monde à travailler avec 17 chefs, des chefs étoilés. On parle de Régis Marcon, on parle de Anne-Sophie Pic ou de Thierry Marx qui signent nos plats en business et la première. Et c'est vrai, François Xavier, aujourd'hui, dans nos avions, on met plus de place en cabine business, notamment sur ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais le second badge de nos A350, on a augmenté la capacité de notre cabine business. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que Air France est aussi vigilant à proposer aussi des tarifs qui permettent à un plus grand nombre de voyager. Ça aussi, c'est important pour nous. Mais oui, je vous confirme cette montée en gamme forte du produit Air France. Oui, alors avec une précision, c'est vrai que vous dites qu'il y a plus en plus de cabines business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont visiblement, en tout cas, de plus en plus fréquentées par une clientèle loisir. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu parce qu'on voit bien qu'on a une clientèle affaires qui n'est pas totalement revenue sur des niveaux pré-Covid. Et malgré tout, la clientèle loisir, elle, continue de remplir vos avions même dans des classes supérieures. Ça dit quoi de l'évolution de la clientèle loisir, ça ? Alors oui, c'est un bon point. Alors la chance qu'on a eue à Air France pendant cette période difficile de crise et même pendant la recovery, c'est qu'on a une grande partie de notre clientèle qui voyage en cabine business, qui voyage pour des motifs loisirs ou des motifs personnels. Et ça, donc, ça nous a permis de limiter l'impact du voyage d'affaires qui avait baissé. Alors aujourd'hui, il n'est bien évidemment pas encore revenu au niveau de 2019, ça c'est sûr. Je reviens à l'avant-monde. Mais voilà, notre clientèle loisir, elle, continue à se faire plaisir. Il y a une vraie volonté de mieux voyager, bien voyager. Et on retrouve de plus en plus de familles, c'est vrai, François Xavier, dans nos cabines business. Oui, c'est une vraie évolution. Evantia, quand vous observez ça, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté cette premiumisation du travel, qui est le premium devenant en tout cas un nouveau standard du voyage? En fait, je pense qu'il faut commencer par se poser la question, c'est quoi le premium aujourd'hui? Et je ne sais pas pour vous, si on allait à vous interroger, quand on dit premium travel, vous pensez à quoi exactement? S'il faut le définir, est-ce qu'on pense au luxe? Est-ce qu'on pense à autre chose? Et pour reprendre un peu tous les éléments de réponse qui ont été dits là, sur le premium travel, ce qu'on observe, c'est que ça se décline dans plusieurs tendances. Premium travel, premièrement, il y a cette notion un peu de luxe. Et ça, quand on regarde, est-ce que les gens sont enclins de dépenser un peu plus pour avoir accès à des prestations plus haut de gamme? Oui, on voit qu'ils sont prêts à mettre dans les 30% de plus. Alors, plus les revenus montent,
plus les gens sont, les ultra riches sont enclins même à mettre 50% de plus. Donc il y a cette notion que je pense que ça rejoint ce que vous venez de dire sur la clientèle Air France, non, qui veut avoir accès à des prestations un peu plus de luxe. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est l'antinomie haut de gamme, low cost, qui a des forts leviers de croissance des deux côtés. Oui. Parce qu'il y a la clientèle qui est aussi prête à faire peut-être une concession pour avoir accès à une part de voyage qui est un peu plus low cost pour accéder à une prestation plus haut de gamme sur une autre partie. Et sur quelle partie? Parce que c'est là où c'est très intéressant. Premièrement, le premium, c'est du voyage personnalisé. Parce que la personnalisation, ça fait au moins, je pense, François-Xavier, qu'on en parle depuis 20 ans. Mais la personnalisation, donc quand on dit personnalisation, c'est le fait qu'on sait que moi je voyage avec des enfants en loisir, donc c'est de pouvoir me pousser des activités dans l'hôtel qui sont liées aussi à la petite enfance. Après, sur la personnalisation, on parle de la flexibilité. Alors la flexibilité, elle a eu une forte croissance avec la pandémie. Ça commence à revenir un peu sur des niveaux un peu plus stables, mais ça reste quand même quelque chose qui est considéré un peu comme une prestation premium parce que j'ai envie de pouvoir modifier mon voyage, j'ai envie de pouvoir ajuster voilà, les départs, rajouter une chambre, et ça, je pense que vous le voyez d'autant plus que nous. Deuxièmement, c'est l'individualisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'individualisation par rapport à la personnalisation? Bon, l'individualisation, c'est vraiment me connaître et, par exemple, savoir que, je ne sais pas, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup courir et de me proposer, quand j'arrive, un contenu individualisé. C'est un tour, si je peux dire, privé que pour moi et ma famille, qui nous éloigne un peu de tours voilà, dans l'ensemble des groupes. Donc, vous individualisez l'offre à mes propres besoins, à moi. Donc, ce n'est pas personnalisation générale, ce n'est pas parce que je voyage avec des enfants, c'est me connaître, à savoir qu'on aime bien faire des trekking et nous donner accès à des contenus. Et c'est là où Premium nous emmène vers autre chose, qui est le contenu, comment je peux le nommer celui-là, contenu spécifique à destination, ça veut dire authentique. Voilà, un contenu authentique avec des avis donnés par la population locale. Par exemple, savoir quel est le restaurant le plus prisé par les locaux. Voilà, et on le voit même aujourd'hui, c'est vraiment une des tendances authentiques. Avoir accès donc à de savoir et de s'immerger, faire une immersion dans la destination, dans la culture locale, mais aussi dans les habitudes des locaux. Un autre aspect de Premium, je pense que c'est le voyage wow. Et ça, vous en parlez tout à l'heure, le voyage wow, c'est avoir accès à une expérience vraiment spécifique. Et je voyais quelque chose, et ça c'est vraiment le paradis des influenceurs Instagram. Non, je voyais par exemple la Suisse qui fait de la publicité, je crois que c'est à Genève, à un concert où le piano est à vertical au-dessus du lac. Okay? Donc c'est ça le wow. Quand je voyage, avoir accès à quelque chose, voilà, une expérience qui est d'autant plus exceptionnelle, instagrammable, voilà, etc. Et pour finir, sur le premium, je pense qu'on voit aussi apparaître le voyage responsable. Voilà, sur le premium responsable, et ça, je sais qu'on en discutera. Mais aujourd'hui, premium, c'est pas juste le luxe, c'est un ensemble de sous-catégories de premium. Et j'aimerais peut-être finir juste avec une note, c'est que j'ai discuté avec Google il y a quelques mois, et Google partageait un peu avec nous les recherches liées au voyage, comment les gens recherchent les voyages sur Google. Et ce qui est intéressant, et ce qui m'a marqué, et j'ai envie de le partager avec vous, c'était voyage de luxe pas cher. Donc voilà, on est encore dans cette antinomie qui est une vraie tendance, je pense, de comportement de voyageurs aujourd'hui. Oui. Peut-être c'est lié au fait, à ce que vous disiez, c'est que le voyage, c'est déjà du luxe.
On va revenir d'ailleurs à ce tourisme durable. On va le traiter largement. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants, hein. Je vais revenir vers vous pour faciliter cet échange. Mais préparez vos questions. Évidemment, il y aura du temps qui vous permettra de poser en toute liberté vos questions. Il y a juste un autre sujet avant d'aborder le tourisme durable, mais qui est finalement assez lié au tourisme durable et qu'on peut relier aussi à l'inflation, c'est le sujet du choix des destinations. On a l'impression, ou en tout cas, après le Covid, on nous a dit, bah oui, les destinations long courrier ont perdu un peu de leur attractivité au profit des destinations de proximité. Est-ce qu'on est toujours dans cette situation-là? Est-ce que ce retour de la proximité, vous le constatez, vous, au quotidien, dans vos agences, dans votre tour opérateur? Christophe? Alors ce constat, moi je ne le fais pas directement et les compagnies aideront, et tu aideras à répondre à cette question. Mais bon, quand la vie a redémarré, il y a beaucoup de destinations lointaines qui étaient fermées déjà. Donc il y a eu quand même, à un moment donné, toute l'Asie qui était fermée, qui est redevenue accessible il y a quand même très peu de temps. Donc compte tenu, si je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce que les voyageurs ont arrêté de voyager? La réponse était non. Donc ils avaient besoin de voyager, donc ils allaient là où le monde était ouvert, là où ils n'étaient pas encore allés, etc. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les destinations les plus fortes, quand on est sur l'été, restent des destinations bassin Med, de manière générale. Ça ne change pas. Et ça, ce truc-là n'a pas changé. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, t'en parlais tout à l'heure, est une destination qui tire extrêmement bien son épingle du jeu parce que dans ce contexte d'inflation dont on parlait tout à l'heure, la Tunisie reste sur des niveaux de prestations qui sont quand même très bonnes, avec des prix où l'écart se creuse avec d'autres destinations comme la Grèce. Mais le moyen courrier fonctionne très bien. Moi, je trouve qu'il y a un retour, et on le voit dans nos ventes, sur les short breaks, tous ces week-ends qui sont organisés hors saison et qui font le bonheur d'ailleurs de toutes les destinations qui sont là, qui ont besoin de faire découvrir leur pays à d'autres moments. Et puis après, le long courrier reprend de plus belle. L'Asie repart pleine vapeur là depuis. Malgré des prix délirants sur l'Asie. Et tu sais, quand dans les voyages d'une vie, tu as la Polynésie qui est quelque part dans tes pensées depuis des années, le Japon, l'Asie, tu vas pas t'arrêter. Ok, tu vas devoir remettre peut-être 10% de plus, mais c'est pas ça qui t'arrêtera à aller faire ce voyage qui de toute façon est très cher. Et c'est pas ces 10% qui vont changer à ce moment-là la décision. Ça se reportera peut-être sur une destination, ça réduira peut-être un peu les prestations. J'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de dire, tu sais, c'est un peu comme la mode. On parlait du low cost et du luxe. Le low cost, des marques comme Zara habillent les femmes et les marques de luxe accessoirisent les femmes. Les sacs à main, les cosmétiques, toutes ces choses-là. Nous, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire que sur le moyen courrier, on va plutôt aller sur du low cost pour aller se retrouver sur la prestation plus haut de gamme à destination. Voilà. Je suis revenu sur le sujet de tout à l'heure, mais le monde se porte bien, du long courrier, du moyen courrier. Tous ceux qui disaient le monde changera après le Covid, il y a eu 10 000 scientifiques, 10 000 visionnaires qui en ont profité pour raconter plein de conneries. Parce que tout était ouvert. La réalité, c'est qu'on est revenu dans le monde d'avant avec la même envie de voyager, avec ce petit truc dont tu vas nous reparler tout à l'heure, qui est ce tourisme responsable, qui lui est en train de germer. Voilà. Oui, très clairement. Cécile Revol, est-ce que vous avez constaté justement ce fameux retour de la proximité? On en a beaucoup parlé. Est-ce que vraiment dans les faits, vous le constatez? Alors c'est vrai que chez Sunweb, on commercialise donc l'hiver du ski, donc effectivement c'est du tourisme de proximité, et l'été du bassin méditerranéen, donc que du moyen courrier. Donc moi je ne commercialise pas de long courrier, mais néanmoins ce qu'on voit quand même dans les tendances et qui concerne donc déjà le ski pour cet hiver, donc avec la France qui représente 2/3 des destinations de ski au niveau européen. C'est une augmentation de prise de réservation à l'heure actuelle de l'ordre de 20% par rapport à l'an dernier. Et l'an dernier, on était déjà sur 20% supplémentaires.
Alors, on ne finit pas tout à fait à 20% en fin de saison, donc il y a quand même un décalage aujourd'hui de la prise de réservation et une anticipation, en tout cas certainement liée à ce qu'on a dit au niveau de l'inflation. Au moins, ce qui est pris n'est plus à prendre. On a introduit aussi beaucoup de flexibilité pour que les clients puissent réserver plus tôt. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc avec la possibilité de changer son séjour jusqu'à 6 semaines avant le départ. Donc tout ça fait qu'effectivement, le ski, le tourisme de proximité, même si effectivement il y a eu une augmentation du prix du package, ça reste un voyage auquel les gens n'ont pas envie de renoncer. Avec quand même un certain accroissement du phénomène, notamment des courts séjours. Hein, donc avec une introduction de la flexibilité, on sort du traditionnel séjour à la semaine, samedi. Donc les gens vont partir peut-être en week-end, vont partir 4 jours, 5 jours skier. Donc ça demande une adaptation du produit ski à cette tendance. Et puis aussi, ce qu'on remarque déjà sur cet hiver, c'est que la basse saison fonctionne mieux que la haute saison. Alors quand je dis qu'elle fonctionne mieux, c'est qu'elle est beaucoup plus en avance sur la prise de réservation. Le mois de janvier, par exemple, est beaucoup plus en avance que le mois de février. Et idem sur le mois de mars. Mais on le voit aussi sur le moyen courrier, je pense que tu le vois en agence, que l'automne, les vacances de la Toussaint, par exemple, il y a énormément de réservations d'ores et déjà pour ces périodes qui sont peut-être moins chères que de partir sur la période de fin d'année, par exemple. Donc oui, il y a toujours cette envie de voyager, oui, il y a toujours cette passion pour le voyage. Il y a certains ajustements liés, effectivement, aux tarifs, au désir peut-être de partir plus souvent, moins longtemps. C'est des phénomènes qu'on observe en tout cas tous les jours. Frédéric Descours, est-ce qu'il y a des ajustements sur la géographie des destinations? C'est vrai que Christophe Jacquet parlait de l'Asie. On voit des tarifs sur l'Asie, sur le Japon, des tarifs prohibitifs quand même. Est-ce que ça a quand même une influence sur le comportement des consommateurs? Oui, alors François Xavier, juste avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur le long courrier. Et il est vrai que nous, si je zoome sur la pointe été, par exemple, entre juin et fin août, le long courrier a très bien fonctionné. Globalement, Air France, sur la pointe été, on doit être une activité aux alentours de 95%. Je me compare par rapport à 2019. Sur le long courrier, on est à 99%. Et on prévoit 100% en 2024. Donc le long courrier a vraiment bien marché. Et notamment aussi sur l'Asie. Donc l'Asie, parce qu'on a remis des capacités aussi sur la Chine. Maintenant, on a un vol quotidien Shanghai, Pékin et Hong Kong. Hein. Donc on revient progressivement sur la Chine. Et sur le Japon fonctionne très très fort. On est obligé de mettre plus de capacité par rapport même à 2019 parce qu'il y a une très grosse demande sur le Japon. Comme vous le savez, le Japon est un pays qui a été fermé assez longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une reprise forte sur le Japon, que ce soit sur la clientèle business ou la clientèle loisir, François Xavier. On voit, Eventia, hein, on aime bien les slogans, le retour de la proximité, c'est très, très marketing. Et puis en fin de compte, quand on regarde derrière le slogan, on voit que la réalité est beaucoup plus complexe que ça et que finalement, ce que dit Christophe est assez juste. Si on interviewe tout le monde, il n'y a pas véritablement de changement par rapport au monde pré-Covid, en tout cas dans le choix des destinations. Là où il n'y a pas de changement, c'est à nouveau, on l'a dit au début, on le redit, sur le désir de voyager. Donc voilà, celui-là, il n'y a pas de changement. Il y a peut-être des changements sur la façon, justement, le tourisme responsable, etc., sur les attentes des consommateurs, mais sur l'envie, non. Et tu parlais de long courrier. En tant que Parisienne, moi, je peux vous dire, oui, le long courrier est de retour à Paris. Enfin, on voit ça. Et pour argumenter ça avec des chiffres, parce que ne spéculons pas, pareil, pour citer Madame la ministre, elle disait qu'on a plus de 29% d'arrivées long courrier cet été. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que vous avez mentionné. Donc oui, le long courrier est de retour, que ce soit en Amérique ou en Asie. Alors on va traiter, il est 12h07 déjà, on va traiter de 2 sujets qui sont majeurs et puis je vais vous laisser la parole évidemment. Premier sujet, on l'a évoqué, c'est celui du tourisme durable. Alors c'est vrai qu'on parle là d'une lame de fond, hein, certains en tout cas parlent d'une lame de fond et quand on regarde les études, quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a toujours un écart quand même assez conséquent entre les intentions d'une part et puis les actes d'autre part. Christophe, est-ce que aujourd'hui vos clients qui entrent en agence vous disent « je veux du tourisme durable » ? Les clients, peu.
Très peu. Les médias, beaucoup. Oui. Donc, il y a un phénomène autour du tourisme responsable qui est une évidence. On a une responsabilité en tant qu'agent de voyage de prendre en considération ça. Et le groupe Marieton auquel j'appartiens est également producteur. Et on démarre depuis maintenant plusieurs mois des nouvelles lignes de produits qui s'appellent Tomorrow, qui sont tournées justement vers le green. Parce qu'on ne peut pas échapper au fait de se préparer à ça et de construire l'offre qui est en train d'arriver. Tu sais, moi je crois que le tourisme responsable, il existe depuis toujours. Moi j'ai toujours eu autour de moi des voyageurs qui étaient très tournés vers la nature, qui ne s'intéressaient pas à l'hôtellerie, qui ne s'intéressaient pas à l'avion, mais qui voulaient faire des randonnées, vivre des expériences avec un contact avec la nature extrêmement intense. Ça existe depuis toujours et ça continue, mais ils étaient cachés. Ce n'était pas une forme de voyage qui était médiatisée, c'était une forme de voyage qui était plus discret. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on met ce type d'expérience sur le devant de la scène. C'est finalement plus marketé, plus visible. Donc c'est une source d'inspiration aussi pour des voyageurs qui ne connaissaient pas forcément ça et qui étaient dans des voyages plus traditionnels, de package, de club ou de choses comme ça. Donc la demande est en train de s'accélérer par le phénomène des médias, etc. Maintenant, cette offre-là, elle va prendre du temps à se construire parce que pour faire du tourisme responsable, il faut que les avions polluent moins. Et Air France mène un travail remarquable à cet endroit-là. Le rail, les bateaux aussi. J'oublie pas les croisiéristes qui sont aussi sous les projecteurs du tourisme responsable. Et je voyais encore la pub de l'un des leaders des croisières là, qui passe depuis quelques jours, qui est vraiment tourné sur l'engagement qu'ils prennent à être responsables dans les années qui viennent et à faire bouger leurs bateaux pour qu'ils polluent moins. Donc le sujet est omniprésent. On le travaille avec beaucoup d'énergie. C'est un projet qui s'appelle Green Up, chez nous. Mais pour répondre très précisément à ta question, qui est de dire est-ce que les clients rentrent en agence en disant je veux absolument du green, je veux faire attention à mon empreinte carbone, etc., etc. Peu encore. Dans le business travel, il y a un autre phénomène. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais là, pour le coup, les entreprises, maintenant, commencent il y a le mesure de la performance et il y a le mesure de leur responsabilité sur le tourisme durable. Enfin, comment dire, sur voyager responsable, sur l'empreinte carbone. Donc, ces sujets-là deviennent très, très présents. Et typiquement, aujourd'hui, quand on répond à des appels d'offres, ce sujet-là est central. Donc, nos entreprises ont besoin de s'engager derrière ça. Mais après, sur notre site internet, on laisse la possibilité à nos clients de compenser leur empreinte carbone. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui plantent des arbres aujourd'hui. C'est toujours cette fameuse différence entre les intentions et les actes. Mais le sujet est là, il s'intensifie. Et notre responsabilité, c'est d'être là, quoi qu'il arrive, et de pouvoir accompagner cette demande dans les années qui viennent. Cécile, vous êtes d'accord? Ce que dit Christophe, c'est avant tout une responsabilité d'opérateur de voyage, avant d'être un besoin réellement exprimé par le consommateur? Bien sûr, on ne peut pas faire nos métiers et pas prendre la mesure de notre responsabilité sur ce sujet. Mais je rejoins le fait qu'aujourd'hui, moi je parle beaucoup plus de tourisme responsable sur des salons, dans des conférences, à la presse, qu'avec nos clients. Et peut-être pour apporter un éclairage un peu différent, parce que souvent, c'est à travers les plus jeunes qu'on voit les tendances qui vont s'amorcer. On a un département, nous, qui vend des séjours au ski à des groupes étudiants. C'est un marché aujourd'hui qui représente à peu près 60 000 étudiants en France. Alors, pas que nous, l'ensemble du marché. Donc on pourrait se dire, les jeunes, ils vont moins skier, puisque le ski a une empreinte carbonée sur la montagne, même si les territoires travaillent énormément pour la résoudre. Enfin, pas pour la résoudre, mais pour la minimiser en tout cas. Et au final, donc on voit que ce marché des étudiants, des BDE, des associations sportives et autres ne faiblit pas. Le marché est toujours le même. Il n'est pas en croissance, mais il ne faiblit pas. Et on voit néanmoins certaines demandes apparaître qui sont relativement nouvelles depuis 1 an, depuis 2 ans.
Juste pour vous prendre quelques exemples, auparavant, un séjour ski, c'était des bus qui emmenaient des étudiants à la montagne. Donc maintenant, on nous dit, est-ce qu'il serait possible d'aller à la montagne en train, par exemple. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Donc, nous, chez Sunweb, ça fait plusieurs années qu'on essaye de faire un train des neiges. On a beaucoup de mal, mais on ne lâche pas l'affaire parce que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre en œuvre pour amener les clients depuis les Pays-Bas et depuis la Belgique directement en station. Mais pour revenir donc à mes jeunes, voilà, ça peut être effectivement la méthode d'approche, en tout cas, pour arriver en station. Ça peut être aussi, au lieu de faire 7 jours de ski, je vais en faire que 6. Et la dernière journée, plutôt que de prendre les remontées mécaniques, je vais aller faire des raquettes, par exemple. Donc, ce qui va être vu comme étant beaucoup moins polluant. Ou alors, on va leur vendre, par exemple, ce qu'on appelle des food packs. Donc, c'est la nourriture pour la semaine. Là, il y a une demande de traçabilité. Est-ce que c'est des produits qui sont locaux? Est-ce qu'on fait la part belle au développement durable dans la nourriture qui va nous être mise à disposition? Voilà, donc ça, c'est des tendances qu'on observe auprès des jeunes et comme en général, c'est les jeunes qui initient les tendances. Je pense que ça fait partie des choses qui vont arriver à grande échelle. Oui, ça c'est intéressant, Frédéric Descours, ce que vient de nous dire Cécile, parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours un peu à généraliser. C'est la facilité intellectuelle de généraliser comme ça. Et quand on parle des jeunes, on dit les jeunes sont très sensibles à la thématique durable, à la thématique écologique. Et en même temps, et je pense que vous allez nous le confirmer, tous les week-ends, les avions sont remplis de jeunes qui vont en week-end à Milan, à Madrid, à Barcelone, à Berlin ou ailleurs. Hein. C'est très difficile là aussi de généraliser là-dessus. Oui, tout à fait, parce que alors il y a quand même cette soif de voyager, de découvrir qui est importante pour cette génération, mais c'est aussi une génération très responsable. Hein. Et ça, il faut bien le garder en tête. Et je vous dirais que nous, chez Air France, on ne se pose plus la question. On ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décarbonisation, ce n'est pas une option pour nous. C'est une obligation. Une obligation. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération nous attend sur ce sujet, l'opinion du public nous attend sur ce sujet, les médias nous attendent sur ce sujet, nos clients, bien évidemment, nous attendent sur ce sujet, et nos salariés chez Air France nous attendent sur ce sujet. Donc c'est une obligation. Donc on doit aujourd'hui, on utilise tous les leviers possibles qu'on en a entre les mains pour minimiser, réduire nos émissions de CO2. Alors ça passe par plusieurs choses. Ça passe par l'utilisation des carburants durables. Juste un chiffre, en 2022, par exemple, Air France a acheté 17% du carburant durable disponible dans le monde. Et par comparaison, quand on achète du pétrole classique, c'est 4% à peu près par rapport à tout le secteur aérien. Donc ça montre vraiment cette volonté. Ça passe aussi par notamment le renouvellement de notre flotte, qui est le levier numéro 1. Et avant, on faisait un petit signe tout à l'heure. Et c'est vrai que grâce à ce renouvellement de flotte, avec des avions de nouvelle génération, type l'A350, le Boeing 787, 789 ou l'Airbus 220, ça nous permet de réduire nos émissions de CO2. L'A350, c'est moins 25% d'émissions de CO2 émis. Et c'est moins 34% aussi d'émissions sonores. Donc ça, c'est vraiment des piliers qui sont importants pour nous pour atteindre notre objectif de moins 30% d'émissions de CO2 à 2030. Donc voilà, donc ça fait partie maintenant, c'est au cœur de l'entreprise et on ne doit plus se poser la question, on doit avancer. C'est important pour nous. Il y a encore évidemment beaucoup de boulot. Alors, dernier sujet, Eventia, le temps du Covid, c'est vrai que les clients sont allés évidemment sur le web pour leurs vacances. Et pour cause, les agences étaient fermées ou peu ouvertes. Ça a posé évidemment la question, ça a reposé en tout cas la question de l'intermédiation. Est-ce que dans l'esprit des clients, le rôle de l'intermédiaire de vente de voyage a évolué selon vous ou est-ce qu'il s'est au contraire consolidé à la faveur de cette crise majeure? Comment vous voyez les choses? C'est une très bonne question. Je pense que quand on regarde les voyageurs aujourd'hui, ils sont exposés par une quantité impressionnante d'informations. Et aussi que ça soit entre les distributeurs directs, l'intermédiation,
je pense que ce qu'il en résulte quand on regarde, c'est qu'ils cherchent toujours, c'est d'avoir accès à la simplification. Donc pour moi, le débat, je pense, n'est plus celui-là dans l'intermédiation ou accès direct ou autre, c'est où est-ce que je peux avoir accès à l'information simplifiée pour pouvoir prendre mes décisions liées au voyage. Et ces décisions-là sont à la fois sur le contenu, sur l'offre, mais aussi sur le sujet qu'on évoquait précédemment, sur les offres durables. Et pour qu'on puisse faire un choix sur l'offre durable, qui est d'ailleurs, c'est vrai, c'est aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, quand on interroge les voyageurs, 46% disent qu'ils veulent faire un choix d'un voyage durable. Pour faire un choix d'un voyage durable, il faut avoir une offre et avoir aussi les outils qui permettent de pouvoir juger de la durabilité de l'offre qu'on a ensuite. Et en post-Covid, donc, parmi donc, simplification, il y a aussi quelque chose qui est lié à l'intermédiation, c'est aussi la digitalisation. Parce qu'à un moment donné, on est passé dans un mode où plusieurs modèles subsistaient à un mode où la digitalisation était inéluctable pour tous les opérateurs. Et c'est quelque chose qui s'est accéléré de façon spectaculaire pendant le Covid. Et à la limite, on a beaucoup dit que ce stop qu'on a tous vécu dans le tourisme, ça nous a permis dans l'ensemble, à tous les acteurs, à l'industrie, d'accélérer cette digitalisation. Et aujourd'hui, cette digitalisation permet de mieux servir, in fine, le voyageur. Parce que le contact humain restera essentiel pour l'expérience de voyage. Parce que le voyage, on disait tout à l'heure, c'est déjà un luxe. Donc, quand on met déjà une somme aussi importante, je pense qu'on regardait que le budget moyen en France est autour de 2 200 € pour les voyages, en forte augmentation de presque 300 € par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Quand on fait ces choix-là, et surtout, voilà, on a envie d'être bien conseillé, bien accompagné, c'est là où les conseillers de voyage jouent un rôle essentiel. C'est là où la façon dont l'offre touristique est présentée est importante pour les voyageurs aujourd'hui. Ouais. Christophe, moi, je me souviens, pendant cette période du Covid, j'avais des patrons d'agence au téléphone qui me disaient « mais c'est terrible, moi je suis obligé de rester fermé, les clients vont aller sur le net, vont aller sur Internet pour réserver leurs vacances, ils vont jamais revenir chez nous, ils vont prendre cette nouvelle habitude d'aller sur le net ». Qu'est-ce qu'on peut dire 3 ans après? La crainte était justifiée ou pas? Bon, quand tu me parles de services, de machines, de digitalisation, etc., ce sujet me passionne plus que tout. Il y a des agents de voyage ici ou pas? Bon. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je crois qu'on n'a jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. Jamais. La digitalisation, pour moi, ça a été la déshumanisation. On en a beaucoup parlé de la digitalisation, mais il y a tellement, regardez autour de nous, toutes les sociétés de services qui se sont digitalisées sont devenues nulles en service. Les banques. On va commencer par les banques. Alors, je ne vais pas me faire des copains, il y en a peut-être qui sont ici, mais regardez l'investissement qui a été mis sur la digitalisation et le recul qu'il y a eu sur la qualité de service et la qualité de conseil qui est apportée. Vous arrivez à joindre votre banquier? Moi, non. J'ai une autre anecdote. Hier, j'ai un problème d'eau chez moi. Je vais parler de sociétés immenses, Suez. Ça fait 3 jours que j'essaye de les contacter pour savoir ce qui se passe chez moi. Je suis mis en relation avec des bots, des machines, des répondeurs, et à chaque fois, ça me raccroche au nez. C'est insupportable. C'est insupportable. Et ça, c'est le résultat d'une digitalisation qui a été tellement intensive. Et je dis attention à toutes les grandes marques d'ailleurs. La SNCF, attention, Air France, attention sur les... Quand à un moment donné, les clients appellent les compagnies aériennes, appellent la SNCF, il faut arrêter avec les machines. Il faut que ça décroche. Parce que c'est anxiogène. Quand on décide d'appeler à un moment donné, c'est que c'est anxiogène. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi moderne. Et ce qu'on revendique, nous, chez Havas Voyage, c'est d'être les artisans voyageurs.
Et regardez l'artisanat comme il est en train de revenir dans nos villes. On parle de proximité. Aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, c'est pas d'aller dans un hypermarché qui est informel. Ce qui nous fait plaisir, c'est d'aller chez le petit fromager local, le petit primeur local. C'est ce type de consommation qui est en train de se réinstaller. Mais, il y a un mais immense. C'est que le niveau de service qu'on doit apporter quand on est agent de voyage, il était là, il doit être là. Eh oui. Et ça, c'est pas optionnel, c'est déterminant. C'est-à-dire que si on réussit à mettre notre niveau de service à cet endroit-là, on a une vie devant nous extraordinaire. Mais le niveau de service, il faut le mettre à cet endroit-là. Et l'enjeu et la responsabilité qu'on a sur notre métier, et ça j'en parle avec mes tripes, parce que même si je défends les couleurs de mon entreprise, c'est notre métier qui est en question. Sortie de Covid, il y a eu un retour, tu le disais, il y a eu un retour au physique extraordinaire. Moi, j'ai la moitié de mes clients aujourd'hui qui sont des clients qui ont été déçus du digital et qui, à un moment donné, pendant cette période-là, n'ont pas pu parler aux machines. Alors que nous, on se rendait disponible et on enlevait cette angoisse-là qui est « est-ce que je peux voyager ? Comment je me fais rapatrier ?» etc. Et ceux qui sont en gens de voyage l'ont vécu, cette expérience. Ça a été une magnifique opportunité pour nous remettre au centre de l'échiquier, au centre de l'histoire, du métier de voyager dans le monde. Maintenant, pour que ça dure, il faut qu'on soit exceptionnel et impeccable dans la qualité de service qu'on apporte. C'est un défi qui est extrêmement compliqué parce que quand on est agent de voyage, on doit connaître le monde entier, on doit connaître toutes les compagnies aériennes, leurs particularités, des avions qui bougent non-stop, toujours plus modernes, toujours plus confortables. Mais c'est ça qu'on doit être capable de raconter. Quand on décide d'aller, je ne sais pas, à Rio, un bon agent de voyage doit être capable de raconter toute l'histoire qui va jusqu'au lieu de restauration sur place, mais également de dire la bonne compagnie, la meilleure façon de voyager pour aller à Rio, c'est telle compagnie parce qu'elle vient de changer son avion, elle a refité son avion, etc., etc. Donc le niveau de compétence et de savoir, il est immense. C'est un vrai défi parce que maîtriser le monde entier, maîtriser toutes les compagnies, c'est compliqué. Mais je crois que si on arrive à se respécialiser, qui est le travail qu'on est en train de faire chez nous depuis 2 ans, aujourd'hui, chaque agent de voyage est expert d'un pays, pas plus. Et à compter d'aujourd'hui, maîtriser le monde est devenu accessible pour lui. Il est en train de devenir champion, toute catégorie, de manière à pouvoir offrir aux clients une qualité de service où, avant de venir chez nous, et tu as raison, il s'est documenté, il est allé sur Internet, il s'est fait étouffer un peu par Internet, il y a trop d'informations. Et puis là, il y a une bête bizarre qui est en train d'arriver. ChatGPT. ChatGPT, juste pour faire un petit parallèle, son intelligence, si on devait la comparer à un objet, il y a 6 mois, était celle de la Terre. 6 mois plus tard, c'est celle du Soleil. Donc ce petit con-là, il est très, très, très intelligent. Mais il y a un truc qu'il n'a pas. C'est des tripes, un cœur, une âme, ce qui fait partie à part entière d'une expérience quand on part voyager. Donc ce truc-là doit être pour nous un exosquelette. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Il ne faut pas le mettre de côté. Il faut qu'il nous donne plus de puissance, plus de force. Mais moi, je fais un appel à toute notre profession, à notre métier. S'il vous plaît, levez-vous tous les matins et dites-vous, je dois être exceptionnel dans la qualité de service que j'apporte à mes clients. Et là, le digital sera avec nous, mais on restera beaucoup plus fort que le digital. Cécile, d'accord avec ça? Moi, je pense qu'en fait, le digital doit nous permettre justement d'être meilleurs au niveau du service client. Alors moi, je travaille pour une entreprise qui est très différente de la tienne, puisque donc Sunweb, c'est un tour opérateur néerlandais qui a 30 ans, enfin, européen, hein, la base est aux Pays-Bas. Donc ça fait 30 ans qu'on ne vend que en digital, que via le web. Et uniquement en direct. Hein. Donc, on ne travaille pas via des intermédiaires. Donc, c'est vrai que ça nous permet à la fois de produire et de distribuer nos voyages. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été obligées
de faire de la digitalisation à marche forcée pendant le Covid. Et effectivement, du jour au lendemain, on ne s'invente pas multicanal. Et c'est quelque chose qui doit être travaillé dans le temps. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. Nous, nos call centers, on a des call centers dans chacun de nos pays d'Europe. Aux Pays-Bas, c'est là où ils sont le plus avancés, je dirais. Moins de 1% des ventes sont faites via le call center. Donc, on a un call center de 40 personnes qui est là justement pour conseiller, parce que c'est des experts. Ils font de l'avant-vente, ils font de l'après-vente, ils sont au service du client. Ils décrochent aussi rapidement que possible. Mais l'acte de vente, puisqu'on est sur une plateforme qu'on espère bien pensée et qui doit permettre de réserver n'importe quel séjour en 3 clics, l'humain sert exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire à conseiller, à informer, à aider, à guider. Maintenant, l'acte purement d'achat, de mettre une CB, etc., ça se fait en ligne. Donc, je pense que le digital, c'est au service du client, c'est au service des entreprises, mais qu'une transformation digitale, elle ne peut pas se faire à marche forcée, et ça s'inscrit petit à petit dans le temps. Christophe, et puis après Frédéric. Juste un commentaire que je n'ai pas fait. Il y a la complexité du voyage qui joue beaucoup aussi. Là où je te rejoins, c'est plus les produits sont simples, plus le digital peut être un relais et va être capable de vendre tout seul le produit. On le voit bien sur l'hôtellerie sèche, on le voit bien sur des vols secs, etc. Il y a une désintermédiation des agences qui existent. Par contre, dès qu'on va sur des voyages plus complexes, des longs courriers, avec des étapes, des voyages au bout du monde, c'est là où la valeur de notre métier prend toute sa splendeur. Et c'est vrai que c'est à cet endroit-là qu'on a une raison d'être qui est beaucoup plus forte, sous réserve d'être impeccable. Oui, ce fameux degré d'exigence. Frédéric ? Oui, alors moi je pense que chez Air France, c'est trouver la bonne balance. C'est-à-dire que la digitalisation, pour nous, elle est capitale. Mettre le curseur au bon endroit. Voilà, exactement. Oui. Elle est capitale et nos clients l'attendent pour acheter un billet d'avion, pour changer leur date, pour faire un checking. Voilà, ils veulent de la flexibilité. Ils veulent être capables, via un smartphone ou via le site, de pouvoir faire des transactions. Donc ça, c'est capital. Et on doit investir de plus en plus sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est important aussi, c'est l'humain. Et c'est vrai qu'on a des centres d'appel en propre chez Air France. Et lorsqu'il y a un glitch dans la machine ou un problème, c'est vrai que les clients aiment bien nous appeler. Et je dirais que voilà, on est conscient de ça. Dès qu'il y a une crise quelque part, les clients ont besoin de nous parler parce qu'ils sont inquiets. Et malheureusement, il y en a eu. On a eu le Maroc, on a eu le politique au Sahel. Voilà. Et là, c'est là où et d'ailleurs, je les remercie, tout le personnel des centres d'appel d'Air France font le maximum pour répondre à toutes les questions. Et pas que nos clients en direct. Ça aussi, c'est important de vous le préciser. Toutes les agences de voyage qui sont ici aujourd'hui le savent qu'il y a aussi un service dédié pour les agences de voyage chez Air France. Et je vous donnais qu'un chiffre. Si je regarde sur 2023, les agences de voyage qui appellent Air France pour une question, sur une tarification ou sur le produit, les niveaux de service en 2023 étaient de 97%. Donc 97% des appels sont bien évidemment décrochés et on apporte une réponse. Voilà. Donc on investit aussi énormément dans ce sujet-là. Donc voilà, c'est vraiment trouver la bonne balance entre la digitalisation et l'humain quand le client en a besoin. Ouais, avec évidemment derrière ce sujet la thématique des ressources humaines, la difficulté de trouver aujourd'hui du personnel. Très très vite, Eventia, on va passer la parole à Hassan. Non, juste parce que je trouve que c'est une belle conclusion qui émerge à la fin, c'est de dire on vit une révolution technologique avec énormément de technologies. Donc, tu mentionnais la toute dernière qui bouleverse notre quotidien aujourd'hui, le ChatGPT. Mais je pense que la technologie n'est là que pour faciliter votre quotidien, que vous puissiez mettre tous vos efforts sur le contact humain. Et si je peux dire, conseiller de voyage, agent de voyage, c'est un des plus beaux métiers au monde parce qu'on vend du rêve. Et c'est incroyable. Et la digitalisation n'est qu'un outil. Il n'est pas là pour remplacer l'interface avec le voyageur. Le voyageur a besoin de vous. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Ici, je vais venir, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Bonjour. Alors, 2 points qui n'ont rien à voir. Vous m'entendez bien? C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Donc 2 points qui n'ont rien à voir. Alors, le premier, c'est sur le tourisme durable.
Je pense qu'il y a, comment dire, pas une méconnaissance, mais peut-être vous confondez quelques termes. Parce que là, quand on a parlé de tourisme responsable, d'ailleurs, même si c'est pas durable, on a dit responsable, on a parlé que de l'aérien, des compensations, comment être plus green, alors qu'en fait, ça englobe beaucoup plus d'aspects, de sujets, notamment le RSE. Est-ce que vous êtes vu comme une bonne entreprise par rapport à vos salariés? Est-ce que vous-même, vous mettez en place des actions auprès de vos partenaires sur le terrain? Est-ce que tout le monde est bien payé? Des choses comme ça. Aujourd'hui, j'entends que les clients ne sont pas demandeurs, mais c'est aussi parce que pour l'instant, votre image ne reflète pas encore ces prises de position directes. Donc si vos clients chez Havas ne viennent pas chez vous, c'est parce qu'ils savent que pour l'instant, vous n'êtes pas encore bien implanté, en tout cas, sur le tourisme responsable. Donc c'est une chose, parce que je pense vraiment que les gens sont demandeurs et qu'il y a des clients qui viennent exprès pour ça. Et un autre point, c'est par rapport au comportement des clients. 2023, je trouve que c'est une année très particulière parce que, comme vous l'avez dit au début, on se compare beaucoup à 2019, alors qu'en fait, c'est très dur parce que les comportements ont complètement changé. Et est-ce que vous avez vu une différence, notamment dans les réservations de vos clients chez Havas Voyage? Parce que j'ai entendu qu'au niveau de l'aérien et du ski, les gens étaient quand même super en avance. Est-ce que chez Havas Voyage, en tour réparateur, c'est la même chose? Est-ce que les clients réservent moins longtemps en avance parce qu'ils ont peur des imprévus? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont 1 an à l'avance, des choses comme ça? Alors, j'ai pas entendu ce que vous faisiez dans la vie. Je suis chargée de communication pour l'agence de tourisme solidaire Double Sens. Donc, très engagé. Alors, merci de me chahuter un peu sur ce sujet. J'ai pas dit que j'avais pas de clients, mais j'en ai pas beaucoup, c'est vrai, qui aujourd'hui mettent un niveau d'exigence très important sur ce type de voyage. Et là où vous avez raison, c'est il faut le faire savoir, il faut avoir des positions très fortes pour pouvoir aller capter les voyageurs aujourd'hui qui se préoccupent de ça. On y travaille. C'est un sujet qui est tellement profond et qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement. On peut le faire de deux façons. On peut le traiter en mode fake, je veux pas, ou y aller de façon très engagée pour réussir à être consistant sur ce sujet-là. Ce qu'on est en train d'entreprendre, et il y a des choses qui sont en train d'émerger petit à petit. Ça prend du temps, et le jour où on sera totalement prêt là-dessus, on pourra faire la communication qui va avec. Rial, par exemple, que j'admire au travers de Voyageurs du Monde et tout ce qu'il a construit, est un acteur très, très engagé sur ce type de voyage et a toujours été très captif sur ce type de client. Maintenant, il ne faut pas surestimer la demande aujourd'hui et le niveau de maturité des clients aussi. Tout ça, c'est un phénomène, l'écologie, c'est un phénomène qui est très médiatisé, qui n'est pas encore compris par tout le monde. Il y a beaucoup de différences de points de vue sur est-ce que tout le monde a envie de sauver la planète? La réponse est oui. Sur la manière de faire, il y a beaucoup d'ambiguïté. Sur le pourquoi on en est là aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il n'y a pas de réponse universelle qui vient trancher l'impact de l'homme sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, j'essaie de répondre un peu à ce que vous avez évoqué. Donc oui, vous avez raison, on doit être plus expressif et plus démonstratif, et on le sera, parce qu'on a démarré des choses. Mais j'insiste sur l'importance d'être consistant, engagé, et le jour où on le sera pleinement, là on ira à pleine vapeur. Mais vous êtes sur des bons sujets, et voilà. Cécile. Et juste, je crois que ce qu'on a dit, c'est pas que les clients ne sont pas conscients, n'ont pas de demande par rapport à ça, mais en tout cas dans leur expression de besoin du voyage, c'est pas forcément ce qu'ils vont mettre en avant. Voilà, juste dans ce qu'ils demandent au niveau du voyage. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'on n'a que des clients, que ce soit chez Havas, chez Sunweb ou chez Air France, qui en ont rien à foutre de l'écologie, bien au contraire. Et après, si je peux compléter un truc, et là je vais prendre des pommes de terre dans la figure, c'est comme l'histoire du bio. Au départ, le bio, c'était pas beau, très cher,
Mais il y avait tout un mouvement qui était en train de se mettre en place autour de ça. Le tourisme responsable, la RSE de manière générale, voyager responsable il y a quelques années en arrière, c'était le gîte inconfortable en pleine montagne. Et là, aujourd'hui, il y a une offre qui est en train de se construire dans le monde extraordinaire. Et la responsabilité d'un agent de voyage, et c'est pas facile, c'est d'essayer d'aller extraire cette offre qui est en train de se construire dans le monde. Et j'en appelle là aussi à tous ceux qui nous agrègent les contenus, qui nous amènent les contenus, qui eux-mêmes doivent être capables de flaguer tous ces produits dans le monde entier qui sont en train d'arriver, qui répondent à ce voyage responsable dont on est en train de parler. Et il y a des milliards de produits dans le monde. Je vous jure que c'est pas facile d'aller capter l'essentiel. Frédéric, Voilà, très vite. non, juste 15 secondes parce que là, je vois qu'on a vraiment dépassé. Mais voilà, nous, on est clair là-dessus. On ne se pose pas la question, c'est ce que je dis. On ne se pose pas la question, même si les clients ne l'expriment pas. Tous, au même moment, au même temps, on sait que pour nous, la décarbonisation, la transition énergétique est une obligation. Et on travaille tous les jours là-dessus. Merci beaucoup. Juste, mademoiselle avait une question, Cécile, sur les délais de réservation en 2023. Est-ce qu'on peut lui apporter une petite précision? Oui, alors je vais prendre l'exemple du moment, c'est-à-dire les réservations ski. On voit depuis 2 ans environ un décalage dans la prise de réservation en amont, de l'ordre d'environ, cette saison, ça va être 2 mois à peu près. C'est ce qui est absolument énorme. D'habitude, on vendait notre plus gros mois de réservation, c'était le mois de janvier. Donc les gens étaient très habitués à faire de la dernière minute, etc. Parce que réserver en janvier pour un séjour en février, en mars, c'est de la très dernière minute. Là, on sait que notre plus gros mois, déjà l'an dernier, s'est décalé à novembre. Et le nouveau phénomène cette année, c'est qu'on a commencé à vendre des séjours au ski dès le mois d'août pour la clientèle française. Alors, ce qui était déjà le cas auprès des pays nordiques, mais c'est une tendance qu'on observe sur la clientèle française. Et ça, c'est assez nouveau. Ça, c'est intéressant. Juste pour compléter, Oui, peut-être, François-Xavier, c'est par rapport aussi, je pense, l'an dernier, quand vous ne savez pas si votre forfait va être plus cher dans 2 mois, si vous ne savez pas si vous voulez acheter une demi-pension ou une pension complète, le prix, est-ce qu'il ne va pas augmenter dans 2 mois lié à l'inflation dont on a parlé au début? En fait, en gros, ce qui est pris n'est plus à prendre. Je connais le prix de mon séjour, de mon package aujourd'hui. Je n'aurai pas de mauvaise surprise à la fin. Monsieur. Bonjour, Fabien de la société Loupi. On propose un écosystème numérique pour faciliter les déplacements des voyageurs et notamment un roadbook. On vit une période assez troublante, l'après-Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'environnement. Je trouve qu'il est assez difficile de comprendre les comportements aujourd'hui. Il va falloir certainement attendre d'avoir un petit peu de recul pour vraiment avoir des conclusions franches. On observe, et vous l'avez dit, je reprends un petit peu tout ce que j'ai entendu, une masse qui va chercher du tarif, les ailes de saison, des séjours plus courts. Dans le même temps, j'entends Havas raconter que le panier moyen augmente sur une proposition plutôt premium, certainement un peu plus responsable d'ailleurs que la demande de masse. Est-ce à croire que finalement, il y a un écart qui augmente entre ces deux types d'offres, selon vous? Alors, qui veut répondre à ça? Alors, je peux déjà vous répondre sur les comportements. Ce que je peux vous dire, c'est que les comportements changent un peu d'année en année. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des grosses tendances qui se mettent en place, mais on voit que ça s'affine d'une année à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a un vis-à-vis de l'autre? Pour moi, les deux coexistent. Donc ça va coexister. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mix aussi des deux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, et je vous invite à télécharger, Amadeus a fait plusieurs études sur les tribus des voyageurs. Et ce qui est intéressant, c'est sur les profils. D'ailleurs, pour revenir à votre question sur le voyage responsable, il y a 2 ans, c'était une catégorie de tribus de voyageurs. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est présent dans toutes les catégories de voyageurs. Okay, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je pense que par rapport et d'ailleurs, il y a une autre question que j'ai envie de répondre. Vous avez dit tout à l'heure que le tourisme durable, ça a aussi un rapport. C'est pas
le respect à destination, et c'est vrai, c'est le respect de l'environnement local, mais c'est aussi la culture de l'entreprise et le respect de vos propres employés. Et ça, c'est vrai, et c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais c'est extrêmement important parce que cette réputation, la réputation, c'est le nouveau marketing en termes de voyage responsable. Frédéric ? Oui, juste un petit mot rapide sur ce que tu disais, le rapprochement un peu de ces deux mondes. Et nous, on le voit aussi, on le voit dans le loisir et dans le business. On a récemment interrogé nos entreprises qui voyagent avec nous. Et on voit que, bien évidemment, et ça vous le savez, le télétravail maintenant est un petit peu partout dans les entreprises. Mais il y a aussi des comportements qui évoluent, notamment le leisure qui augmente de plus en plus, où on va mixer du voyage d'affaires avec un peu de tourisme ou de voyage de loisirs. Je pars le jeudi et le vendredi à Milan pour travailler et finalement je reviens que le dimanche. Voilà, exactement. Donc ça le leisure, le workation aussi, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous en parlent, où on voit cette combinaison où je reste un petit peu plus longtemps sur mon site de vacances et aurait mieux de rester une semaine, je vais rester 15 jours et la deuxième semaine ou la première semaine en amont, je vais travailler. Donc on sent que il y a une sorte les gens essayent pour être aussi peut-être certainement aussi plus responsables, de combiner les deux. On voit un rapprochement qui évolue. Bon, on a largement débordé, je suis désolé, on a pris un peu de temps. En tout cas, merci à nos 4 intervenants. Merci à eux, vous pouvez les applaudir. Merci à vous 4 et puis on se retrouve évidemment pour la suite des conférences pendant ces 3 jours. Très bon appétit à vous.